La Statue de la Liberté, c'est une statue imaginée par un sculpteur, Auguste Bartholdi, qui est alsacien d'origine, républicain convaincu d'ailleurs, et qui veut, avec d'autres républicains, faire un hommage à l'Amérique, hommage à la République américaine, hommage à la Constitution américaine, qui est un modèle pour les républicains français. Et donc il va imaginer, progressivement le projet va évoluer, mais cette grande statue monumentale qu'est la Statue de la Liberté. 46 mètres de haut, perché sur un piédestal de 27 mètres au beau milieu de la rade de New York. Cette œuvre légendaire devra se mesurer à des difficultés techniques inédites. Il faut à la fois assurer la stabilité de l'édifice exposé aux éléments et éviter qu'il ne s'effondre sous son propre poids. La structure qui supportera la robe de cuivre de la statue devra être à la fois résistante, souple et légère. Il faut imaginer une solution infaillible et parfaitement adaptée. Le cœur de la structure métallique est constitué d'un solide mât issu de l'expertise d'Eiffel dans la conception de piles de pont. Ce mât est composé de 4 faces, renforcées à intervalles réguliers par des croix de Saint-André. Autour de cette charpente robuste, une structure secondaire vient se greffer, dessinant plus précisément la silhouette de l'œuvre. Pour parfaire ce squelette de fer, Eiffel décide d'ajouter à la structure secondaire une multitude de lames métalliques souples, fixées en un seul point et relativement mobiles. Leur rôle est crucial. C'est ici que viendra s'accrocher la peau de cuivre. Elles permettent de soulager l'enveloppe de son propre poids, mais aussi d'accompagner les mouvements que subira la statue une fois en proie aux éléments. Donc quelque chose de solide au centre et puis beaucoup plus souple dans les extrémités qui permet à la statue de prendre le vent, de bouger un peu, de se dilater sous les effets du soleil et donc d'avoir une certaine souplesse plutôt qu'une certaine rigidité. Et donc cette intervention d'Eiffel va permettre à la statue d'exister en tant qu'œuvre monumentale et Eiffel va accompagner en quelque sorte Bartholdi dans la réalisation de la statue qui est construite d'abord à Paris. On la monte entièrement et on la voit dans le ciel de Paris. Ensuite, on va la démonter, la remettre en caisse, l'expédier à New York et c'est là qu'elle va être érigée. Il ne faudra que 3 mois et demi pour assembler la statue colossale à son emplacement définitif sur son piédestal. 300 feuilles de cuivre, 120 tonnes de fer et près de 300 000 rivets font de cette œuvre un symbole des États-Unis depuis près de 140 ans. Malgré le succès et la notoriété, l'entreprise Eiffel ne se repose pas sur ses lauriers. Alors qu'une partie de ses équipes travaille sur le pylône de la Statue de la Liberté, Eiffel est appelé pour un projet qui le marquera personnellement. 1880. Au cœur de la France, au beau milieu des reliefs du Massif central, la ligne de chemin de fer reliant Paris à Béziers se heurte à la gigantesque vallée de la Truyère, particulièrement large et profonde. L'ingénieur en chef responsable de cette ligne ne voit qu'une seule solution pour traverser l'obstacle, appeler la personne responsable de l'exploit du Maria Pia. Eiffel, qui avait bouleversé le monde de la construction ferroviaire une première fois à Porto, doit maintenant reproduire son chef-d'œuvre en plus grand encore. Il s'apprête à signer le viaduc de Garabit. Son tablier horizontal de 564 mètres de long surplombe la vallée à 122 mètres de hauteur. L'arche monumentale qu'il emprunte au Maria Pia s'élève bien plus haut et bien plus vite avant de retomber de l'autre côté. Elle porte un immense tablier qui n'est plus encastré, mais cette fois-ci bien distinct du reste de la structure. Son épaisseur favorise le passage des trains en toute sécurité et permet d'accueillir juste en dessous une passerelle d'intervention sur toute la longueur de l'ouvrage. De fines échelles hélicoïdales sont enfin ajoutées sur chacun des 7 pylônes. Tout est fait pour que l'œuvre puisse durer.
En fait, au loin, on a l'impression que c'est une dentelle, que c'est quelque chose de très léger, très fin. Et quand on est au sein de la structure, on voit à quel point cette œuvre est monumentale. Ce viaduc, il est assez étonnant parce qu'il est rempli d'air. C'est une structure ajourée. On le sent quand on est en haut de la structure, c'est le vent. On est marqué par ce vent puissant que l'on sent vraiment très présent. Ça a été vraiment un défi impressionnant et important pour Gustave Eiffel d'arriver à dompter la puissance du vent dans cette gorge. Pour parvenir à bâtir un tel ouvrage, Eiffel déploie tout son savoir-faire acquis jusqu'à présent. Comme sur le Maria Pia, la construction en porte-à-faux depuis les extrémités est adoptée. Seule différence, un pont de service éphémère est ajouté en bas de la vallée pour favoriser la circulation des travailleurs et des matériaux dans un terrain particulièrement accidenté. Les deux parties de l'arche gigantesque sont érigées chacune de leur côté, tandis qu'au sommet, le tablier progresse au fil des travaux. L'ensemble devra se rejoindre au centimètre près au milieu du parcours. Ce qui est incroyable, c'est d'imaginer en fait les gens qui ont pu travailler et édifier ce viaduc dans des conditions extrêmes. Les hivers n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Le chantier a duré 4 ans. Il a fallu donc construire dans des conditions difficiles, avec des conditions de sécurité qui n'étaient pas celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce viaduc, c'est vraiment une aventure humaine extraordinaire. Au fil des 4 années de chantier, la réussite de toute l'opération repose sur un dernier élément, une des plus grandes qualités d'Eiffel depuis ses débuts. La préfabrication précise, en usine, de chacune des pièces du viaduc. Des centaines de milliers d'éléments de fer distincts qu'il faut calculer rigoureusement en atelier, au 10e de millimètre près, pour n'avoir plus qu'à les assembler une fois sur le chantier. Un mécano géant. Ce qui est vraiment impressionnant à Garabi, c'est de voir en fait la précision et la justesse avec laquelle les éléments avaient été préfabriqués en usine pour faciliter ici le montage sur place. Parvenir à un tel exploit demande une conception hors pair. Malheureusement, Eiffel ne peut plus compter sur Théophile Seyrig, son associé, mais surtout le directeur de son bureau d'études en charge de tous les calculs. Les deux hommes viennent de se séparer sur un désaccord financier juste avant le chantier. Et Eiffel sait qu'un tel talent doit se remplacer au plus vite.